Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du... quelle édition? On est 30 octobre 2019. Martin Lemay avec vous. Et aujourd'hui, on aura plusieurs sujets avec vous, des sujets que vous avez suggérés, entre autres, quel sera le nombre de points que le Canadien va récolter sur la route. Également, Francis Jean nous a demandé des équipes comme Toronto et Tampa ne sont pas mis en marche encore, alors que du côté des Coyotes, ils se surprennent en ce début de saison. Quelle est la clé de leur succès? On va essayer d'y répondre également avec Marc Denis ainsi que Guy Boucher. Et Olivier Boudreau nous demande, Darcy Kemper est-il un vrai gardien numéro 1? Je pense que la meilleure personne pour répondre, c'est Marc Denis. On jase, ça s'en vient. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 30 octobre. Luc Danseau, salut. Salut Martin. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Excellent, excellent. Guy Boucher sera avec nous dans quelques instants. Il va venir nous rejoindre en studio. Vous avez vu, on prend une chance. On va faire un tableau comme ça. Puis là, Guy va, quand il va... Comme ça. Ah, ça va être bon comme ça. Puis là, il va pouvoir faire ses dessins et dire, les gars, il faut qu'il s'en aille ici. Il va falloir mimer les gestes pour ceux qui vont nous écouter en audio après. Exactement. Aussi. Ouais. On va dire à Guy, il faut que tu sois... faut t'expliquer. Très précis pour qu'on comprenne ce qui se passe sur ton tableau. Fait qu'on va essayer ça, le tableau. On va également avoir un petit coucou avec Mark Griffin en direct de Houston, là où il est impossible de gagner à la maison. Oui. Match numéro 7 de la Série mondiale. On ne veut pas manquer ça ce soir. Pour les fans de baseball, écrivez vos questions. On va les poser à Marc un petit peu plus tard. On fait une petite exception. On fait ça souvent. On jase depuis 3-4 ans. Quand il y a des événements majeurs. Série mondiale, gros combat de boxe, on le fait à chaque fois. Exact. Et bien sûr, on prend vos commentaires et vos questions à nos intervenants. Entre autres, notre premier intervenant en direct de l'Arizona, Marc Denis. Salut Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Numéro 1. Petit Guédou. Marc, tellement de questions à te demander aujourd'hui. Tu es comme rafraîchissant parce que nous autres, ça fait comme 3 jours qu'on fait un show, pas de game. Fait que là, on est en manque de sucre, c'est sûr. Mais la première question, il nous vient d'un auditeur, puis on l'a dit en ouverture de show. Qu'est-ce qui fait le succès des Coyotes de l'Arizona en ce début de saison, alors que des équipes qu'on attendait dans le haut du classement, comme Tampa, Toronto, n'ont pas de succès? Rapidité, gardien de but. Pour l'instant, là, ils ont des gardiens qui performent au niveau élite. Kemper et Ranta sont excellents. Ranta qui est revenu en santé. Kemper qui joue très, très bien depuis le début de la saison. En fait, depuis le 1er janvier, il fait partie de l'élite, là, au même titre que les... écoute, son nom n'est pas compliqué. Là, quand tu regardes le taux d'efficacité depuis le 1er janvier, c'est Bishop, Price, Vasilevski puis Kemper qui est dans le milieu de tout ça. Là. Matt Murray, je pense aussi qui est là. Tu sais, c'est ça. C'est ce niveau-là qu'il a atteint. Puis, quand je te dis rapidité, c'est deux des équipes qui excellent le plus en transition depuis le début de la saison, qui s'affrontent ce soir. On n'est pas habitué de dire ça des Coyotes de l'Arizona, mais c'est le cas. Ils ont des joueurs qui jouent de façon très rapide, puis ils ont des jeunes qui ont évolué. L'évolution, on en parle un peu, je pense que c'est un bon exemple pour le Canadien. Je ne suis pas en train de comparer le Canadien au Coyote, mais Dvorak est rendu à 23 ans, joue mieux. Schmaltz est rendu à 23 ans, joue mieux. Gardner est à 23 ans, joue mieux. Tu as des joueurs qui ont pris le step, en bon français, qui ont amélioré cette équipe-là juste par leur maturité et leur compréhension du jeu. Fait que ce sont les deux éléments là, qui, pour moi, on pourrait dire 3 avec l'évolution des jeunes, là, le développement qui fait que cette équipe-là connaît un bon début de saison. Et il y avait un paquet de jeunes dans cette équipe-là jadis, et on les a échangés, ceux qu'on ne croyait plus. Nous, on en a un ici en Max Domi, ça a bien viré pour le Canadien de Montréal. Je pense entre autres à Perlini qui a rechangé d'adresse cette semaine. Tous ces jeunes joueurs là, qu'on attendait puis qu'ils n'ont pas livré la marchandise ou n'ont pas livré à la hauteur de ce que les Coyotes, eux, voulaient, on les a laissés partir. Oui, puis c'est peut-être le même sort qui pourrait attendre Christian Fischer, par exemple. C'est des jeunes, mais on en avait tellement. On avait un pool de jeunes joueurs. Je vais être honnête, là, je fais vraiment beaucoup mes devoirs, tu le sais. C'est le pool de... Je sais qu'à l'attaque, ils sont encore corrects pour plusieurs années, mais est-ce qu'à la défense, on a un pool de jeunes joueurs intéressants? Je ne sais pas. Parce que c'est pas une défensive qui est nécessairement jeune, celle des Coyotes. Ekman Larsson est rendu à 28 ans, puis c'est un des défenseurs les plus sous-estimés parce qu'il joue dans ce marché-là, mais Demers, Goligoski, c'est dans la trentaine. Yalmarsson est blessé, il joue pas. C'est pas des jeunes. Là. On a amené Aaron Ness
qui est un gars de 29 ans pour venir pallier à cette absence-là. Fait que, mis à part Chychrun, c'est pas une ligne bleue qui est très jeune, mais ça, c'est pas la fin du monde non plus. Tu es capable de mettre des pansements jusqu'à temps que tes jeunes joueurs arrivent, mais il faudrait que je regarde un peu là, dans leur échiquier, voir s'ils ont des jeunes prometteurs à la défense qui s'en viennent. Mais à l'attaque, là, Keller a 21 ans, Hayton en a 19. Je t'ai nommé tous les gars qui avaient 23 ans, là, Dvorak, Schmaltz, Garland, Fisher puis Krause en ont 22, même si je te dis que Fisher, c'est peut-être le prochain à partir. Là. Je spécule là, parce que les résultats se tardent à arriver pour lui. Mais à l'attaque, là, on est bien garni du côté des Coyotes. Oui, puis souviens-toi, au repêchage de Kotkaniemi, quand le Canadien a surpris les gens à chercher le joueur de centre Kotkaniemi qui était répertorié plus loin, mais les Coyotes n'ont pas niaisé. Tout de suite, ils sont allés chercher quelqu'un qui est encore répertorié plus loin parce qu'il joue au centre, Barrett Hayton. Oui, puis ce qui est drôle, c'est qu'on le voit à l'aile beaucoup depuis le début de la saison, mais ça, c'est, écoute, à Montréal, nous autres, on est habitués à parler de ça. Ouais. Mais juste un trio... Écoute, c'est une nouvelle ère des troisièmes trios. Là. Schmaltz, Hayton et Garland, c'est-tu vraiment le troisième? Ou est-ce que c'est plus les vétérans Grabner, Stepan et Nostroza? Ou il y a vraiment trois trios là, qui, pour moi, peuvent embêter l'adversaire. Puis en même temps, je dis ça, puis du même souffle, je me dis, la bonne nouvelle pour Luke Richardson et Claude Julien, c'est que peu importe lequel des trois premiers trios, tu n'auras pas trois paires de défense que tu vas opposer au meilleur trio de l'autre bord. Fait tu roules ton banc à l'étranger puis tu espères que ça va fonctionner. Mais moi, je m'attends à un bon match, honnêtement. Là, je m'attends à un match quand même assez rapide. J'ai hâte de voir si la stratégie, je vais dire ça comme ça, la stratégie du Canadien va porter fruit parce que les Coyotes arrivent d'un voyage d'une dizaine de jours. Ils ont passé plus de la moitié de la journée hier dans l'avion alors que le Canadien était rendu puis s'est entraîné. Puis c'est le premier match, là, après 10 jours sur la route, là, hier, là, c'est l'épicerie, c'est les couches, c'est donner le bain aux enfants, c'est revenir à la réalité rapidement. J'ai hâte de voir si la stratégie du Canadien, qui, soit dit en passant, 3 fois cette saison, s'en vient dans l'Ouest canadien ou américain avec 3 heures de décalage. Et les 3 fois, ils ont été en mesure, grâce à leur horaire, ils vont être en mesure de s'amener 48 heures avant les matchs. Normalement, c'est 24 heures avant le match là, qu'on fait le voyagement. Alors, ça fait intéressant. On va voir si ça va apporter ses dividendes. Oui, moi j'ai aimé ça. On en a parlé dans le show. Ouais. J'aimais ça qu'on arrive 2 jours comme ça avant. Tu y vois, tu en as déjà parlé, mais tu y vois un plus que les joueurs pour l'adaptation au temps, puis également avoir du temps d'équipe ensemble. Tu sais quoi? Moi, j'ai joué dans l'Ouest toute ma carrière. Là. Ouais, chaque soir que tu peux passer dans ton lit, c'est un bonus. Mais pour une équipe qui n'est pas habituée de faire ça, pour une équipe de l'Est, je comprends. Est-ce que, tu sais, moi, personnellement, là, honnêtement, c'est une journée de trop, là. Passer ici, là, moi aussi, je l'aurais passé à la maison, mais moi, le point, c'est que quand tu joues dans l'Ouest tout le temps, tu es toujours sur la route, tu es toujours en décalage horaire. Tu veux pas que ton corps s'habitue à ça. C'est-à-dire, tu le fais le moins possible, tu arrives la veille, puis c'est correct. Mais quand, comme le Canadien, tu viens pour jouer 3 matchs en 4 soirs dans du décalage horaire, ça va être moins pire à Dallas, évidemment, là. Ben, c'est correct de venir t'acclimater. Ce que j'ai aimé, par exemple, moi je l'aurais dit, c'est pas parce qu'on est dans l'Ouest. Ce que j'ai aimé, c'est de profiter du fait que l'horaire n'est pas évident pour les Coyotes pour aller chercher un avantage. C'est clair que c'est un avantage. Là. On a atterri ici, là, puis le match commençait à Buffalo. C'est ça. Puis j'ai raconté l'histoire sur plusieurs plateformes, mais je vais vous raconter pareil. C'est lundi, donc soir, fin d'après-midi, les autres ils jouent à 4 heures, l'heure d'ici. Fait qu'un coup qu'on est rendu à l'hôtel, Pierre et moi, on va aller voir la 3e période. On est comme dans un genre de petit 10-30 là, à Glendale, c'est juste à côté de l'aréna. On s'en va dans un restaurant-bar sportif. Toutes les télévisions sont au match Miami-Pittsburgh de la NFL. Tu sais, je veux dire, Miami-Pittsburgh, c'est pas proche de Glendale. Là. Puis je comprends que c'est le football américain, mais il n'y a pas un chrétien qui demande de voir le match. On leur a demandé, ils ont changé une télévision, puis pourtant, c'est un bon match en tir de barrage. Les Coyotes connaissent tout un début de saison. On est direct à Glendale, à 3 pieds et demi de l'aréna. Puis il n'y avait pas un chrétien qui voulait regarder le match des Coyotes. C'est ça. C'est dans l'anonymat le plus complet qui connaissent un bon début de saison. Et c'est du quoi en plus? C'était un Monday Night pourri. Là, 2 équipes qu'on se fout carrément. Les Dolphins qui tankent, les Steelers qui sont méconnaissables sans Roethlisberger. Au moins, ça avait été un bon Monday Night. Fait que j'en rajoute une couche par-dessus ce que tu viens de dire. Bon, ça a été bon jusqu'au dernier jeu de la première demi quand Miami a réalisé qu'il était en avant et qu'il pouvait gagner ce match-là. On va blitzer à 8 puis ça va régler le cas.
Exact. Non, mais tu sais, c'était inintéressant. J'ai mis mes œufs ailleurs. Moi, je ne perdrais pas 3 heures à regarder un Monday Night inintéressant de même. Bref, puis le Canadien, c'est une bonne affaire que tu nous racontes. Donc, les Coyotes ont décidé de coucher à Buffalo puis de partir le mardi. Parce qu'en réalité, les deux équipes auraient pu faire le voyage le lundi. Le Canadien, bien sûr, serait arrivé avant, mais les Coyotes ont décidé de voyager le mardi. Oui, on a décidé de voyager le mardi justement à cause de ce match-là. Puis ils sont arrivés du match d'aujourd'hui. Puis ils sont arrivés vers 2 heures hier après-midi. Donc, ils ne se sont pas entraînés. Alors, dans un petit peu plus d'une heure, là, ils vont sauter sur la patinoire eux, pour un entraînement complet. Du côté du Canadien, on ne nous a rien dit encore. Là. Moi, pendant que je vous parle, j'ai pas rien vu passer, mais j'ai comme l'impression que ça va être très optionnel, là, très facultatif aujourd'hui là, du côté du Canadien. On a eu une bonne journée d'entraînement avant de prendre le vol. On a eu une bonne journée d'entraînement hier aussi, avec 3 matchs en 4 soirs, dont 2 en 2 aujourd'hui et demain à Vegas. Là, je pense que ça va être assez tranquille là, au niveau de l'entraînement matinal. OK. C'est le fun, pendant que vous parliez, il y a plusieurs questions qui sont apparues sur nos pages. Je reviens sur les Coyotes parce qu'il y a des bonnes questions sur les Coyotes. Entre autres, Phil Kessel, parce qu'il est arrivé en grande vedette là, à Arizona, puis je pense que sa production offensive, je pense qu'il y a juste 6 points depuis le début de la saison. Si Sylvain il se demande est-ce que Phil Kessel aide les Coyotes depuis le début de la saison? C'est une bonne question, puis la réponse c'est oui. Phil Kessel, par sa présence, là, c'est rendu un vétéran, mais quand je regarde là, les statistiques, là, tu sais que j'aime regarder les statistiques avancées, Luc puis Martin, il se retrouve au premier rang pour le temps de possession en zone offensive, pour les passes complétées dans l'enclave, 2e derrière Clayton Keller seulement pour les chances de marquer. Les entrées de zone en contrôle, c'est Phil Kessel, on pense pas que c'est un gars qui peut bénéficier d'une transition rapide, pourtant il le fait. Il est premier aussi. Alors, tu sais, oui, vraiment, là, oui. Et l'autre affaire qu'il faut pas oublier, oui, c'est vrai qu'il y a juste 6 points, mais il y a 3 de ces 6 points, la moitié de ces points, c'est lors du jeu de puissance. Ça peut aider un jeu de puissance sur un vétéran comme Phil Kessel aussi. Donc, la réponse, là, à court terme, c'est oui, il aide. En fait, il remplit exactement le mandat pour lequel on est allé le chercher. Puis je te dirais à peu près la même chose d'un vétéran comme Soderberg puis Grabner aussi. Tu sais, c'est des gars qu'on est allé chercher justement parce qu'en avant, c'est jeune, puis que là, tu veux les entourer de la bonne façon. Fait que la réponse, c'est oui, même si... tu sais, c'est pour ça que c'est drôle, là, parce que Kessel aujourd'hui puis Pacioretty demain, ce sont des joueurs qui, les statistiques, qui ne trouvent pas nécessairement le fond du filet, mais c'est des joueurs qui remplissent quand même le rôle qu'on leur demande. Alors, c'est une excellente question. Puis, tu sais, je vais être honnête, puis je vais le répéter, puis je le dis souvent, puis je sais que les gens vont le prendre de la bonne manière, mais moi, j'en regarde du hockey, j'en regarde tous les soirs, j'en regarde en masse, puis c'est impossible de... C'est sûr que les Coyotes et Vegas, c'est pas les deux clubs que j'ai vu le plus à cause qu'ils sont dans l'Ouest, parce que tu ne vois pas tout le temps les matchs, puis tu ne regardes pas, puis tu peux tomber dans le piège de dire « Ah, il joue mal parce que je ne le vois pas dans les highlights. » Je ne le vois pas marquer des buts, puis c'est facile de tomber là-dedans. J'ai vu un match, puis il était à peu près absent. Moi, je peux te dire que j'ai regardé la 3e période de Coyotes et Buffalo, puis les Coyotes avaient vraiment le dessus. C'est eux autres qui dictaient l'allure de la 3e période. Non, tu as raison. Puis, tu sais, je pense qu'on se dit souvent, on regarde des matchs. J'ai vu des matchs de Vegas cette année, mais j'ai vu 0 de l'Arizona. Je le dis souvent, moi, j'étais un fan de match-up. Et en ce début de saison, peut-être si les Coyotes continuent à gagner, mais il n'y a pas un match-up avec les Coyotes. J'ai fait, celui-là, je me le réserve pour asseoir. C'est pas arrivé encore, sauf que... Oui, vas-y. Mais sais-tu quoi, Martin? C'est ce que je pensais du match-up Coyotes-Sabres. Puis je me suis dit, il y a 2 ans, là, il n'y a personne qui aurait voulu voir ce match-là. Tu sais, entre les Sabres et les Coyotes, ça a donné tout un match de hockey. C'est ça. Dernière question rapide d'auditeur, Pat qui dit, puis Martin qui bâtit des grilles de poule. C'est quoi le potentiel offensif de Clayton Keller? C'est Pat qui demande ça. Est-ce qu'il peut devenir un joueur élite à 1 point par match? Oui, au niveau du potentiel, je pense que oui. Là, Martin, tu es meilleur que moi pour les prévisions, là, mais... Puis, tu sais, que Keller, quand il a été repêché, c'est Cheka puis certains recruteurs ailleurs dans l'innocent de hockey qui ont voulu faire des parallèles avec Patrick Kane. On parle d'un petit fabricant de jeu exceptionnel. Moi, je pense qu'il n'a pas rejoint son potentiel. Je ne pense pas que c'est dans le style de jeu actuel des Coyotes qu'il va aller rejoindre ce potentiel-là. Mais c'est un joueur de talent. Si tu l'oublies, il va te faire payer avec une passe spectaculaire à Kessel, c'est certain, mais je ne pense pas dans un avenir rapproché qu'on va voir ça. Pas de la façon que les Coyotes jouent. Puis, juste pour compléter ce que tu disais, Marc, sur Kessel, les Coyotes défendent bien. Ils ont un gardien de but, une relance rapide. Ils ont besoin que quand ils ont une chance de marquer de l'autre côté, le gars soit capable de la mettre dedans. Et c'est ce que Kessel amène. C'est ce qu'on lui demande. Ouais. Clayton Keller, c'est ça. C'est un fabricant de jeu. Hein? Mais pour moi, un fabricant de jeu, tu ne te fies pas juste à toi de trouver le fond du filet.
Fait que quand tu essaies de rejoindre le potentiel, je pense qu'un fabricant de jeu a plus le potentiel d'être un gars d'un point par match qu'un fin marqueur. Mais encore là, je le dis tout le temps, là, moi, je suis très bon pour analyser ce que j'ai devant moi, mais ma boule de cristal, ça fait longtemps qu'elle est au chemin et qu'elle est au recyclage. Fait que je suis pas super bon, mais je me fie à ce que Martin dit. Mais le potentiel, moi, je te dis assurément un potentiel d'un point par match maintenant. Est-ce que ça va arriver en Arizona? Est-ce que ça va arriver cette saison? Je ne sais pas. OK. Parle-moi de... Tu vas être obligé, ça s'en vient ton pool des gardiens de but, là, ton classement. Non, Martin, il y a 11 matchs de jouer. Il m'en reste encore 8-9. Les choses vont se placer. Oui, mais tu l'as dit, là, Comper, depuis janvier, c'est comme ça. Il y a encore eu le chapeau du Coyote à être un game comme Buffalo, là. De ce que tu entends parler de Darcy Comper, et quelqu'un, si tu peux me retrouver, non, soit Tim, c'est Olivier. Ouais. Olivier demandait, est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui Darcy Comper de gardien de but, de légitime gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey? Oui, oui. Il est rendu là. Tu sais, c'est sûr qu'avec Ranta, ils ont un one-two punch, là, si Ranta est en santé. Je ne serais pas surpris de voir Ranta jouer non plus, là. Ce soir, il y a une fiche immaculée de 4 victoires, aucune défaite contre le Canadien. Je n'ai pas encore la confirmation, on va le voir tantôt, là. Mais oui. Moi, je pense qu'il est maintenant un gardien de but. Tu sais, quand l'échantillon est assez grand, là, tu peux commencer à le dire que c'est un gars qui est capable d'être gardien de but numéro 1. Alors, du côté de l'Arizona, là, on n'a pas de problème devant le filet. Kemper, c'est un gars avec un bon gabarit, c'est un bon travailleur, c'est un gars qui est capable de voir le jeu, c'est un gars qui reste très calme. Et c'est un gars, moi, je l'ai regardé en entrevue après le match justement contre Buffalo, je trouve qu'il y a des allures de Jean-Sébastien Giguère un peu. Je trouve que les expressions un peu, il lui ressemble, calme un peu comme lui. Puis j'entends dire que c'est un très bon compétiteur. Je lis la statistique là, devant moi. Là. Ben Bishop, 936, Darcy Kemper, 933. Depuis le 1er janvier, c'est lui qui a obtenu le plus de départs, un départ de plus que Carey Price. C'est sûr qu'Antti Raanta était blessé, là. Mais le plus de départs dans la Ligue nationale de hockey depuis le 1er janvier, c'est Kemper avec 45. Price et Kemper ont 45 matchs de jouer, mais Price est venu en relève à Niemi l'année passée une fois, alors ça lui fait 44 départs. Price est à 924, donc pas très loin derrière Kemper, devant Vasilevski à 923. Tu sais, les gars que je te nomme, on parle de gardiens de but établis. Les autres, là, dans la liste des top 7, là, c'est Lehner, Bennington puis Murray. Bennington qui a sauvé la saison des Blues, Lehner qui a été en nomination pour le Vezina, puis Matt Murray qu'on connaît, qui fait partie de l'élite à Pittsburgh. Ça reste quand même long. Hein, on ne pensait pas voir le nombre de Darcy Kemper parmi ces gars-là. Donc oui, quand tu es rendu à 45 matchs dans un échantillon de 50 à peu près, 50-52, il n'y en a pas sauté beaucoup. Tu réussis à maintenir un 933 taux d'efficacité en pour les cas de l'Arizona. On peut dire que tu es un gardien de but numéro 1, mais ça va être une bataille avec un Ranta jusqu'à temps qu'on décide de passer à autre chose. Là, c'est Eric Comrie qui est l'autre gardien de but qui est dans l'entourage des Coyotes, mais c'est sûr qu'avec Ranta et Kemper, tant aussi longtemps que le ménage à deux fonctionne, le partage, je devrais dire, fonctionne, c'est sûr que tu es en voiture. Oui, puis tu sais, les Coyotes l'ont réclamé au balotage, Eric Comrie, puis tu sais, ils ont peur de le perdre dans le premier temps au balotage, mais honnêtement, c'est un bon move d'avoir été chercher Eric Comrie. Je pense qu'il a encore un avenir dans le hockey professionnel. Là, il ne veut juste pas le perdre. C'est dans ça qu'ils sont pognés. Exact. OK. J'ai une question d'auditeur. Je ne sais pas si vas-y. tu veux terminer avec Marc, là, mais Max, et je savais que la question était pour venir et je savais qu'on était pour la poser à Marc Denis. Max pose la question. Pour les 2 matchs en 2 soirs, est-ce qu'on va voir Keith Kincaid à un moment donné ou est-ce que c'est Carey Price qui doit jouer les 2 matchs? Je suis content que c'est pas moi. C'est Max. Écoute, moi, là, je vais mettre ça dans une perspective plus élargie. Tu reviens pour jouer mardi à domicile contre les Bruins, c'est sûr que Price, tu veux qu'il soit devant le filet. Right? Tu sais, c'est ton adversaire, tes rivaux de division, puis c'est un match à domicile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça fait aucun doute, c'est Price qu'il faut qu'il soit devant le filet. Après ça, là, que quelqu'un joue à Vegas ou à Dallas, j'ai pas de problème à ce qu'on, je dirais pas improvise, là, mais qu'on regarde comment le match de ce soir se déroule. Mais, tu sais, je le dis puis je le redis, hey, Carey n'a gaulé 9 sur 11. Je sais que le monde va ramener le 10 millions et demi, puis il faut qu'il joue, puis c'est le meilleur joueur de l'équipe, puis il faut qu'il soit devant le filet, puis tu as une chance de gagner. On aurait gagné au Minnesota, c'était pas Kincaid. Ben oui, puis peut-être que les Leafs auraient battu le Canadien, c'était pas Hutchinson non plus, mais au bout de 82 matchs, tu vas bénéficier du fait que Kincaid ait obtenu une vingtaine de départs. Là, pour l'instant, il n'est même pas à un rythme d'une vingtaine de départs. Donc,
Ça, c'est ma longue réponse pour te dire que quand je considère que moi, personnellement, puis encore là, tout le monde peut arriver dans une heure et dire c'est Kincaid ce soir, là. Mais moi, je veux Price devant le filet aujourd'hui en Arizona, puis mardi à Boston. Ça, j'en démarre pas. Pas à Boston, mais à Montréal contre Boston. Ça j'en démarre pas. C'est la semaine. Tu sais, tu regardes ça à la semaine. Ça veut dire que les 2 autres matchs, si Price n'est pas trop défié aujourd'hui, tu sais, le Canadien n'arrivera pas super tard à Vegas. Il va arriver très tard, pas loin de 4 heures du matin à Dallas après le match de Vegas. Ils vont avoir une journée de congé avant d'affronter les Stars. Peut-être que c'est là que tu donnes le départ à Kincaid pour permettre à Price de se reposer après avoir joué 2-2. Moi, ça, j'aurais pas de problème avec ça. OK. Mais j'ai pas d'informations. À date, je te dis, tu sais, des fois, je vais te dire, oui, j'ai une petite information, gage un vieux 2, là. Ça, là, c'est Marc Denis qui te donne son analyse, puis son impression, puis son expérience de quand il jouait. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Fait que je comprends un peu Claude Julien de ne pas vouloir annoncer ses couleurs pour l'instant. Mais moi, ce serait pas négociable. C'est Price ce soir, c'est Price à Montréal contre Boston. Après ça, je dirais à mes assistants coach, donnez-moi de l'info. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous pensez? Voulez-vous voir Price à Vegas ou vous voulez voir Kincaid à Vegas où on y va 2-2 puis Kincaid goalera à Dallas? Moi, c'est comme ça que je ferais ça. C'est des clubs de l'Ouest. Moi, c'est comme ça que je le fais. OK. Écoute, avant de te saluer, parce que la dernière fois, on t'a salué puis on a rentré Guy, puis le Guy a passé 20 minutes à te louanger. T'es sérieux? On a décidé de rentrer Guy tout de suite pour te dire bye, pour que ça, il ne va pas te le dire à toi, tu sais, qu'il est trop bon. C'est bon, ça. Salut Guy, ça va? Ça va, toi? 20 minutes, je serais à l'entendre dire hey, es-tu bon, Mardani? Quand il parle de ça, il est tellement bon, puis elle m'a amené. Là, c'est parce qu'il va au-delà de l'évidence. C'est ça, moi, que j'aime. C'est ce que Mardani fait. Faut pas tomber dans les pièges. Honnêtement, là, ma carrière d'analyste, je sais pas combien de temps qu'elle va durer, là, mais je veux pas tomber dans le piège. Je veux pas être celui qui regarde les stats, mais il prend des notes, puis qui s'en va à la game, puis que ça va être de même. J'essaie de regarder plus loin, puis on peut pas tout voir puis tout savoir. Mais il faut que tu regardes du hockey, il faut que tu poses des questions aux bonnes personnes. Puis, je vais reparler. Je vais reparler à mon coach à Chicoutimi encore parce que Jason Demers, il était à Victo. Je vais y en reparler. Puis lui, Yannick, si je me rappelle bien, quand il était à Victo, il a joué contre Connor Garland, qui était à Moncton dans une série, puis qui était le meilleur scoreur de la CHL. Je vais lui demander comment ils ont fait le neutraliser. Moi, ça va me donner des idées après ça. Il faut un moment donné que tu ailles un petit peu plus loin que ça, puis je sais qu'il Boucher, c'est un gars qui est comme ça. Puis j'aime ses analyses aussi. C'est toute une acquisition. On va te dire, le RDS n'a pas chômé cet été. C'est une bonne acquisition de Boucher. Bonne acquisition. Et à la question que tu posais, je ne sais pas combien de temps ma carrière d'analyste va durer. Elle va durer aussi longtemps que tu n'accepteras pas l'offre de coach de Guy Boucher. Non, je ne suis pas un coach, mais voyons. Tu serais un excellent coach, Marc Denis. All right, buddy, on t'écoute ce soir. C'était à 10 h, par exemple. Oui, c'est à 10 h, puis là, faites pas le saut. Il n'y a pas d'avant-match, rien. Regardez votre grille horaire, là, RDS, RDS2. Il y a le 7e match de la Série mondiale aussi. Fait que pas d'avant-match. On va arriver quand la rondelle va tomber sur la patinoire à Glendale. OK. Bon. C'est pas grave. Regarde, on a une demi-heure avant match, puis il y aura le 5-7 aussi là, pour voir ce qui s'est passé, là, ce qu'on aura eu comme écho de vestiaire là-bas qui se repassera également au 5-7. Donc, on va te trouver, mon Marc, sur RDS 1. Ça marche. Salut tout le monde. Salut Guy. Salut Luc et bon, je suis Martin. Bye. Bye. Salut. Marc est debout depuis longtemps. Si vous voulez aller voir son horaire du jour, allez voir l'Instagram de RDS. Oui, il l'a fait. L'Instagram de RDS. Je ne sais pas si Marc nous entend encore, mais il y avait son horaire du jour. Exemple, il met les heures d'Arizona et les heures du Québec. Il y avait de la radio ce matin, Radio Énergie, Saguenay, tout ça. Il y avait son horaire, il y avait TSN, il y avait On Jase, il y avait l'avant-match. Allez voir ça, c'est pour vrai. Là, Marc, il veut être riche, c'est ça? Je suis pas sûr. C'est ça que ça coûte. C'est ça que ça coûte. On va rester avec... on accueille Guy, c'est pour ceux qui ne Salut l'ont pas Guy! connu. Bonne journée. Hey, on t'a acheté un tableau. Ouais, j'ai vu ça, là. Ça veut dire que ça va prendre des questions pour le tableau. Oh, ça, c'est pas fait. Ah. Non, c'est pas fait. C'est pas fait, mais regarde, on travaille là-dessus. C'est déjà une première étape. T'as juste oublié les faces, mais ça, c'est ton manque d'expérience. C'est pas grave, ça. Il va licher ses doigts, probablement. Hey, mon pris des tabarouette, si petites- tu j'ai pris savais des ce que petites- j'ai fait pour te trouver. Ouais, avec je le- sais. Je sais, t'es allé des Canadian Tire. Non, puis, non, non. Il n'y en avait tu veux pas, il y même pas avait le juste savoir. le petit de même. Je suis reviré à Saint-Eustache, allé chez mon chum de 110 Éric Turcotte, c'est un de mes amis d'enfance que ce magasin de sport-là. Puis là, je l'ai appelé pour lui de faire un paquet de magasins. J'ai dit, Éric, fais juste me dire si t'en as un assez gros qui ne cachera pas Guy, mais qui va être assez gros qu'on le voit. Ben, là, je ne sais pas quelle dimension tu veux, mais viens, j'en ai un. Hey, je suis reparti de Laval, je suis remonté à Saint-Eustache en demandant ici. Si tu chiales encore, si tu en es fâche, je prends ta chemise puis j'efface avec.
Mais je suis correct, j'ai pris des petites lingettes des fesses de bébé. Là. Ça sent pas du tout le Lysol dans l'affaire. Un gars préparé. T'as-tu le caméra qui descend direct? Ah non, OK. Ça, c'est phase 3. OK, phase 3, ça, OK. Tu vas tenir ça de même. OK, je vais tenir comme ça. Puis je te rappelle qu'on fait un podcast, fait que tu vas faire que tu Je vais dessiner ça comment, voilà? Avec ton autre main. Oui, j'ai juste mentionné, Tu Guy. peux même le dessiner sur la table puis le lever après. Ah, il y a ça. Juste mentionner, Guy, qu'il y a plein de monde qui nous écoute en audio seulement après. Ouais. Il va falloir vraiment être précis dans nos explications. C'est correct. Je vais prendre quelques commentaires. On est toujours sur Facebook Live. On va vous inviter tout de suite à traverser vers RDS.ca, mais quand même, je vais prendre des commentaires. On avait posé la question, c'est quoi votre prédiction, Martin, sur le nombre de points dans l'Ouest du Canadien? 3 matchs sur la route. Ce soir, Arizona, Vegas et Dallas samedi. Robert dit, je prédis un voyage de 500, 3 points sur 6. Puis lui, il donnerait le filet à Kincaid pour Vegas, de façon à ce que Carey garde le filet ce soir et à Dallas. Mais n'oubliez pas, Marc a dit Boston à Montréal, mardi. En tout cas, on verra. C'est un back-to-back, là? J'ai pas vérifié. Aujourd'hui, Ce demain, soir, back-to-back. Non, mais Dallas... Non. Dallas samedi, Montréal contre Boston mardi. Je sais pas, tu voulais-tu... répondre à Robert? Tu me poses la question. Ouais? Non, c'est parce que ça dépend vraiment du gardien de but. Le monde pense que c'est le coach qui décide toutes ces affaires-là. C'est pas le même que ça se passe. Premièrement, j'aime ce que Marc a dit. Tu n'as pas de l'information pour demain. Fait que t'as beau dire, OK, Kincaid est demain. Carey Price arrive à soir, il y a un shutout, puis il y a eu 14 shots. Tu peux le remettre dans le filet. C'est ça, là. Mais il arrive à soir, puis il y a 48 shots. Tu l'avais prévu de jouer son back-to-back. Il va te le dire, lui, garde. Non. On ne jouera pas le back-to-back. On ne jouera pas le back-to-back. Pourquoi? Parce que tu arrives, même si c'est pas tard, tu arrives quand même le temps, là, tous les bagages soient défaits. Il est 2 heures du matin. Là. Fait que, non, c'est la gérance. Au jour le jour, puis ça dépend aussi de l'individu. Souvent, maintenant, tu as un jeune backup qui est prêt à Paul pour un bout, là. Lui, il va vouloir le back-to-back, là, il va vouloir tout ça, là, puis il a faim, mais lui, il ne va pas dans 3 semaines puis dans 1 mois, lui, là. Le gardien numéro 1, lui, il est obligé de gérer pour sa saison complète. Fait que là, tu essayes avec lui de gérer ça avec ton coach des gardiens de but, puis il y a souvent des débats, là. Tu n'es pas toujours tout d'accord. Le coach, lui, il veut toujours son meilleur gardien de but dans le filet, tout le temps. Absolument. Mais le coach des gardiens de but, il est là pour aider le gardien, le protéger. Puis, je vais être franc, les staffs médicaux, ils rentrent là-dedans aussi. Là. Puis, des fois, les gérants rentrent là-dedans aussi. Puis, j'ai même déjà vu des propriétaires rentrer là-dedans. Fait que, tu sais, là, dépendamment de comment tu as fait jouer quelqu'un, puis tu l'as fatigué, puis là, ces chiffres descendent, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Mais, quand tu as un vétéran aguerri, c'est avec lui que tu vas avoir la discussion. Puis, mais parce que sinon, il y en a d'autres qui passent par les staffs médicaux des fois. Puis le staff médical va me dire, mais regarde, ça serait pas bon. Mal aux hanches. Mal aux hanches, le dos. Il peut jouer, mais regarde, il aurait besoin d'un break. Le gardien de but, lui, il est-tu tout le temps à ses breaks ou il est tout le temps... Non, mais regarde, je suis convaincu, je connais pas Carey, mais regarde, Carey, ça va être blanc noir, regarde. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Donne-moi le filet. Tu sais, ça, c'est mon expérience à moi. Là. C'est très rare que tu aies un gars de cette expérience-là là, qui ne sait pas. C'est parce que les athlètes, ça leur prend des années avant de se connaître. Tu arrives dans la nationale 21, 22, 23, tu ne connais pas. Là. Tu joues, puis tu passes à travers, puis à un moment donné, tu te passes, wow, j'ai trop fait là, j'ai pas fait ici, je me suis pas entraîné sur ça, puis là, ma routine était ça avant, puis là, je la change. Fait que, tu sais, quand un gars arrive à 28, 29, 30, dans ces coins-là, là, il commence à se connaître comme personne. Fait que lui, il veut performer, puis il veut aider l'équipe. Fait que là, c'est lui qui va un petit peu t'aiguiller par rapport à ça. D'autres commentaires. Je vais rapidement. Là, Mario Dubuc, 1 point sur 6 en tir de barrage contre Vegas. André Goulet dit 3 sur 6. Daniel Labelle dit il faut que Price soit le partant à Vegas, sinon maximum 3 points. Et des plus optimistes là, comme David Guittard, Richard Côté, ils vont d'une prédiction de 5 points sur 6. Puis une défaite en prolongation à Vegas. C'est assez précis comme prédiction. Jonathan, il dit pourquoi pas les 4 matchs. Ça, on va voir. Puis, j'aime beaucoup l'expression un match à la fois. Là. Ça, je pense que ça s'applique pas mal dans cette circonstance-là. D'ailleurs, Claude Julien était plus clair là-dessus que Michel Therrien l'était. Michel Therrien, ça semblait vraiment dessiné d'avance. Il le disait, ce cachait pas. Tandis que Claude Julien a toujours été public en disant on a un plan, mais il peut tomber à l'autre jour au lendemain. C'est ça que c'est. Un peu comme tu dis. Puis sur notre page, on jase GF. Jonathan, il dit 4 points sur une possibilité de 6, mais à 500, il serait très heureux.
Merci aux gens de Facebook d'avoir été là. On poursuit la discussion avec Guy. On prend vos questions. Il y a des questions sur le tableau qui sont rentrées. Oh! J'ai vu ça sur rds.ca. On a des questions pour le tableau. Je prends mon crayon. Tantôt, on va répondre à ça. Puis, on va aller faire un petit tour du côté de Houston, rejoindre Mark Griffin un petit peu plus tard. Oui, absolument. On raccroche. On raccroche Facebook. Toi, tu raccroches. Non, c'est toi. Non, c'est Tim. OK. Tim raccroche. Merci, Tim. Tu vas-tu zioter ça, le match numéro 7 de baseball? Je vais être dans la voiture, puis après ça, je vais être en train de coacher ma fille à Ottawa. La réponse à ça, c'est non. Je regarde pas beaucoup de télévision. Je regarde les matchs en différé, puis je les enregistre, puis tout ça. Mais... 3 enfants, puis je reste à l'autre bord d'Ottawa. Coach pas cette année pour être avec eux autres, fait que tu as besoin d'être avec eux autres. Oui, mais parce que ma fille joue junior majeur pour les filles. Là, on se promène à Washington, puis Winnipeg, puis toutes les fins de semaine, on est partis. On était à Plattsburgh fin de semaine passée, on était au Vermont, on revient. Fait que, c'est 4 jours par semaine. C'est 4 jours par semaine. C'est bon, c'est tout positif. Va falloir te téléporter comme la technologie à l'antichambre la semaine passée avec Philippe Dano qui était en entrevue au Centre Bell, mais qu'on a vu se téléporter sur le plateau de l'antichambre. Je sais pas si tu as vu ça, Martin. J'ai juste pas cliqué sa vidéo, mais j'ai vu, c'était marqué sur Facebook comment on a fait ça. C'est ça, exact. OK. Donc, Guy va falloir le téléporter à un moment donné. Puis j'espère, Alex, que ça a répondu à ta question. Qui Guy prend pour la victoire du 7e match Washington-Houston? Il était curieux. Ouais. J'espère que ça a répondu à la question. C'est un peu pour ça que j'avais posé la question, mais regarde, on a la réponse. Underdog. Double underdog. Fait que c'est qui l'underdog? Je pense que c'est les Nationals. Bon. Ouais, qui ont gagné tout leur match à l'étranger. Ouais, exactement. Ça va être un match de fun. Moi, j'enregistre les deux. Puis je vais regarder le base. Écoute, on parlait d'horaire de Marc. Là. Depuis 5h30, je fais la radio matin, le podcast, la radio après-midi, le 5 à 7. Après ça, c'est la première de Maxime Martin, mes chums. Maurice sort son show. C'est la première à soir. Fait que j'ai dit oui. Il y a 3 semaines. Série mondiale, match numéro 7, puis Canadien, 22h. Fait que les heures de sommeil, demain, jeudi, soyez là. Ça va être drôle d'avoir les poches en dessous des yeux. Ouais. Au salaire, tu fais, c'est correct. Oui, c'est ça. Non, ça compense. Ça compense. Regarde qui parle. Est-ce que le riche de la place. Il y a des couteaux. OK. Le riche de la place, je pense que je vais y aller. Question sur les tableaux, je garde ça en note? Non, vas-y, shoot. Tu veux en mettre un sur le tableau? Moi, j'en ai plein de questions. Là. OK, mais vas-y, puis j'en répertorie 2. Là. Moi, j'ai plein de questions pour Guy. Là. Deux questions, puis je m'en rends une. Ouais. Mettons qu'on peut régler ça en 20 minutes. Là. Oui. Okay. Non. Oui. Non. OK. Les gars de l'Arizona. Oui. C'est le même coach que l'an passé. Mm-hmm. Pourtant, tu regardes l'alignement. Je peux te le montrer. Là. Oui. C'est pas les gros chars. Là. Pourquoi ils ont du succès? Marc a parlé de... Un peu comme le Canadien, c'est pas nécessairement une équipe rapide, mais c'est une équipe qui joue rapidement, excellente transition rapide, etc. Qu'est-ce que les Coyotes font qui fait qu'ils sont bons? Bien, c'est clair. Premièrement, leurs deux gardiens de but. Il y en a un qui est 9,33 et l'autre est 9,22. On parle d'alterner ici à Montréal. Là-bas, ils ne se posent pas de questions. Tu flippes le 25 cents, puis tu as le gardien qui va faire la job. Écoute, quand tu as ça, tu es dans tous les matchs. Fait que ça, c'est un. Une autre raison majeure, puis moi, c'est clair que c'est ma raison principale, c'est la qualité de leurs défenseurs. C'est la défensive la plus sous-estimée de la Ligue nationale. Quand on jouait contre eux, j'en revenais pas de voir le gap, c'est ça. L'écart défensif, écoute, ils sont exceptionnels. Tu as de la misère à sortir de ta zone. En zone neutre, tu reçois une rondelle, tu as un défenseur d'en face, tu n'as pas d'espace, tu n'as pas de temps. Ce qui fait qu'ils sont continuellement en train de ralentir ou d'arrêter l'adversaire avant même que ça commence. Fait qu'ils s'évitent beaucoup de zones défensives. Okay. Ils se créent beaucoup de revirements. Fait que peu importe ton offensive, quand tu crées des revirements, tu vas avoir de l'offensive. Puis en plus, tu es à 200 pieds de ton gardien de but. Ça te donne la possibilité de fatiguer l'adversaire sur 3 périodes à cause de ça. Puis leurs sorties de zone avec les défenseurs sont très simples, mais très efficaces. Puis ils refont les mêmes choses. C'est pas une équipe très créative, mais on en a parlé hier. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est de faire des choses ordinaires à répétition avec constance. Ça, c'est extraordinaire. C'est une équipe qui fait ça. Dans le fond, on parle vraiment, c'est ce que je pensais, là, on parle vraiment d'un top 4 à la défensive qui fait une différence. Tantôt, Marc en a parlé, ils ont perdu un défenseur pour les blessures, puis ils ont été obligés de faire appel à Aaron Ness, mais leurs 4 premiers défenseurs jouent en moyenne 25 minutes. Présentement, ils sont privés de Jan Marson, mais si on prend Chychrun, Ekman Larson, Goligoski et Jason Demers, c'est tout 25 minutes. Ouais. En partant, tu as 50 minutes de jouer,
Oui, c'est tous des gars qui sont capables de faire la transition. C'est tous des gars qui sont assez intelligents pour lire le jeu, pour fermer le jeu, tout ça. Fait que ça a un impact gigantesque. Tu sais, honnêtement, si tu me demandes comment tu commences ton équipe, tu es gardien de but, puis pas un. Avant, c'était un plus un backup. C'est plus vrai, ça. C'est plus vrai, ça. C'est un numéro 1, puis tu as un backup qui est un bon backup. Là, qui cherche pour être numéro 1. Oui, qui ambitionne. Exactement, qui ambitionne, qui pousse. Là, idéalement, si tu es en bas de 915, oups, ça commence à pas être assez pour la nationale, mais 915 et plus de backup. Regarde, tu as ces deux choses-là, là, tu commences ton équipe avec ça. Après ça, tu étais top 4 défenseurs, puis après, tu regardes tes centres. Fait que, tu sais, eux autres, oui, probablement au centre, c'est plus faible un peu, mais ils ont la base solide. Moi, je prendrais ça n'importe quand, puis après ça, tu bâtis ton offensive. Après, regarde, Vegas l'a montré. Gardien de but. 4 top défenseurs, puis 4 lignes de joueurs qui n'étaient pas supposés des vedettes. T'sais, ils se sont développés, puis Carlson a commencé à faire des buts, tout ça, mais t'es un joueur de 4e ligne dans l'autre équipe. Puis, tu sais, à Floride, il ne pensait pas que Marchessault viendrait bon comme ça. Il n'est plus là. Fait que, tu sais, ça a été 4 lignes, un petit peu comme eux autres sont formés, l'Arizona, en ce moment, là, de ce que tu me montres là. Ils ont quelques gars avec des noms. Castle a un nom. Pas Castle, mais ouais, c'est ça, Castle. Puis, le jeune Keller, tout ça. Mais c'est beaucoup plus par relais, là, une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes qui font ensemble, qui sont capables de faire des bonnes choses sur une base constante. Puis, en plus, en désavantage numérique, il y a un gars qui nous a dit qu'il était bon à la preuve qu'ils les avaient copiés. Ça ne marchait pas. Tu veux-tu en parler? Tu veux-tu faire des dessins? Moi, j'attends une question pour un dessin. Okay. Qu'est-ce qu'ils font bien, l'Arizona? Dessiner Lucky Luke, moi, là. Ouais. Mais il y en a qui veulent qu'on joue au tic-tac-toe. C'est donc Lucky Luke, oui. Non, mais l'Arizona, l'an passé, était premier en désavantage numérique. Cette année, ils sont 21e. Le Canadien en arrache, ils sont 30e. Fait que eux aussi, puis encore là, l'échantillon est court. On était à peu près à 10-12 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Fait que je présume que le temps qu'on s'ajuste, ça va revenir. Ça ne veut pas dire que présentement, les Sharks de San Jose, qui sont pourris dans tout, sauf en désavantage numérique, seront premiers à la fin de la saison. T'sais. Non, non, absolument pas. C'est long, les saisons. Là. Je sais que tout le monde panique après 10 matchs, 12 matchs, puis tout le monde décide qui va finir où, puis qui est dans les séries, puis qui n'est pas. Mais écoute, 82 matchs, c'est long, Simonac. Là. OK. La différence entre soit leur jeu de puissance à eux autres, aux Coyotes, ce que le Canadien fait, ce que toi tu faisais, ce qu'il devrait faire, comment tu dessinerais ça, toi? Mais un avantage numérique? Désavantage numérique. Ben là, c'est parce que ça dépend de ton staff, là. Tu sais, regarde, je l'ai montré hier à 360. Je suis sûr que tu l'as écouté. Mais tu n'avais pas un beau tableau de même. Écoute, j'ai touché un peu à ça. On a montré du vidéo. Puis là, je suis en train de préparer des capsules où on va expliquer les différents styles de désavantages numériques. Bon, on le voit-tu comme il faut ici? Là, tu sais, évidemment, tu as ton échec avant en zone offensive, après ça en zone neutre, puis ta ligne bleue. Les gens, ils prête pas attention à ça, mais c'est énorme. C'est 2/3 de ton désavantage numérique habituellement. Si tu es capable de tuer ça là, dégarder en dehors. Oui. Puis ta ligne bleue, c'est les meilleures équipes, c'est très dur de rentrer à la ligne bleue. Mais les questions habituellement sont toujours pour la zone défensive. Comment tu joues ça, puis ça. Mais c'est parce que je te dirais, là, mais là, en partant, là, quand ils rentrent en avantage numérique, là, la fameuse passe arrière pour faire reculer la défensive, pour avoir un gars qui rentre plein de vitesse, le drop pass, ça s'arrête-tu ou faut que tu vives avec? C'est très, très, très dur à arrêter. Mais c'est parce que ça dépend. Si l'autre équipe le fait, mais qu'elle a des joueurs moyens à l'arrière, c'est sûr que là, tu as plus de chances de les arrêter. Mais si tu as vraiment des joueurs, tu sais, mettons Toronto qui fait une passe à Marner en arrière, ou Pittsburgh, tu vois Crosby monter avec Malkin de l'autre côté. Regarde, la vérité, là, c'est que tu les arrêtes pas souvent. C'est pas parce que tu n'as pas de plan, c'est parce que, regarde, t'expliquer, là, je ne sais pas si on peut le voir ici. Oui, on le voit. Ouais. Vas-y, garde-toi. Si ça ne voit pas, on va le bouger. Bon, OK. Fait que, tu sais, disons que c'est ta zone offensive. Les sorties de zone de l'avantage numérique, tu as tes deux ailiers en haut, ou première ligne bleue, parce que tu peux les faire différentes choses. C'est option A, B, C, mais je ne veux pas rentrer dans toutes les options, les affaires de base. OK? Fait que ce que tu demandes à ton défenseur, c'est de prendre le plus de glace possible. Tu essaies de te rendre à ligne minimum ligne bleue ou la ligne rouge. OK, tu demandes ça, j'aime ça. OK. Pourquoi? Ben parce que ce que ça fait, ça recule la défensive. Ça veut dire que des défenseurs, premièrement, tu stretches.
Continue. Il y a quelque chose, qui... une connexion. Je ne sais pas, il y a une connexion. J'ai peut-être touché la connexion. OK. Alors, parce que tu as des stretches qu'on appelle, deux gars, des post-up, OK, des gens qui sont stationnés ici à ligne bleue, ce que ça fait, tu n'as pas le choix d'honorer ça avec tes deux défenseurs. Tu es d'accord? Oui. Parce que sinon, c'est une passe, ils sont partis en échapper. Alors, ces gars-là sont rendus flat-foot, right? Tu me suis, là? Oui. Je patine pas son style. Ils patinent pas. Bon, fait que déjà, tu en as déjà deux qui n'ont pas de vitesse pour venir te chercher. Là, après ça, peu importe comment tu vas faire ton désavantage numérique, des fois, tu vas en faire un premier, après ça, tu as un balayage d'un deuxième qui vient. Des fois, c'est un 1-3 flat. Ça veut dire que tu mets ton attaquant ici, puis tu mets ton autre attaquant là, qui vont fermer leur gap. Habituellement, tu demandes à tes 4 gars de venir fermer l'écart défensif, mais là, tu peux pas. C'est pour ça que tu mets des stretches là. Tu dis, ouais, mais ils bougent pas, ces gars-là. Oui, mais tu n'as pas le choix de les honorer. Parce que si tu es en avant de ça, puis il coupe, il bouge. Ouais. Il est en échappé. Tu me suis? Toujours. OK. Moi, je suis là. Bon, là, ce que ça fait, c'est que, étant donné que tu as ton premier qui va sortir, tu vas avoir de la pression sur lui, mais il s'en vient de reculons ou il s'en vient vers son territoire. Tu me suis? De face, oui. Alors, ce joueur-là aussi il vient fermer ce qu'il a fermé. L'autre attaquant. Alors, qu'est-ce qu'on a à partir de ce moment-là? Alors, on peut effacer ça ici. C'est qu'on se retrouve avec 4 joueurs défensifs qui sont arrêtés ou pratiquement arrêtés. Alors, c'est pour ça que tu as les 2 joueurs qui viennent de l'arrière, en retrait, et plus la passe est longue, plus ça fonctionne. Plus la passe en retrait est longue, plus ça fonctionne. Pas juste un back pass, là, tu laisses la rondelle là. Non, parce que si, regarde, pourquoi ça fonctionne, c'est parce que les autres, là, ils prennent tellement de vitesse en arrière. Là. La passe est longue, c'est parce que tu es capable de te rendre loin. Si tu es capable de te rendre loin, ça veut dire que les autres ont plus d'espace, puis les autres sont encore plus flat-foot, sont encore plus arrêtés puis immobiles. Ce qui fait que quand tu arrives avec tes joueurs, tes 2 joueurs, meilleurs joueurs, des Crosby, des McDavid, puis tout ça, tu n'es même pas capable d'arrêter McDavid en ayant un bon écart défensif avec lui, même toi, si tu lui donnes tout ça. Avec un 40 km/h qui va, lui, là, 42 km/h. Fait que là, c'est pour ça que c'est très difficile. T'sais, si j'efface ça, tu es rendu avec ton propre défenseur qui a fait la passe en arrière. Puis là, s'ils reviennent à 100 000 à l'heure, là, les autres sont flats. Qu'est-ce qu'ils font? Si t'en vas direct sur lui, il était cuit. Il va te déjouer en 2 secondes, il va faire la passe. Fait que toi, t'es complètement éliminé. Boum, comme ça. Fait que tu viens d'éliminer un. Lui, il est flat-foot. Lui, il s'en vient avec 100 000 à l'heure. Lui aussi. Fait qu'ils sont tous arrêtés. Fait que ce que ça fait, puis t'as souvent des gars qui vont couper. Ce que ça fait, c'est que tu essaies d'attaquer l'espace entre les deux. Le défenseur n'a pas le choix d'honorer ça. Ça laisse ton côté, ce qu'on appelle un kick-out. Ça veut dire le joueur sur le côté, donc tu le kicks, ça veut dire tu la passes finalement au joueur à l'extérieur. Alors lui, après ça, tu es obligé de refermer sa gap. L'attaquant n'a pas de vitesse. Fait que c'est là que c'est difficile à gérer. Fait que donc, le but de ça, c'est de créer une longue distance pour donner le plus de vitesse à tes joueurs. Puis étant donné qu'il y en a 2, ben quand il y en a un qui est mis en échec, il passe à l'autre, puis l'autre à 100 000 à l'heure. Fait que c'est beaucoup plus facile de percer ça. Avant que tu fasses ça, là, moi, je suis dans ton bureau, je suis assistant en coach avec toi, puis je te dis, hey, j'ai eu une idée, j'ai pensé à ça hier, j'ai une idée pour essayer de contrer ça. Oui. Tu l'essayes en dessin puis tu en jases dans le bureau, ben oui. ou tu l'essayes en une pratique pour voir. Fait que, je te donne un exemple. Là, okay? Toujours. T'es face à rien. Ouais. Tu sais, avais tes 2 attaquants à la ligne bleue, à ta ligne bleue ici, puis un, mettons, à la ligne rouge, puis tu disais qu'il était éliminé si l'autre était capable d'arriver. Si moi, mettons, je te dis, je comprends que mes défenseurs sont stables, quand là, mes attaquants reculent, si lui prend la place de mon défenseur, puis j'ai toujours mes 3 fixes à la ligne bleue, puis mon défenseur s'en vient dans le milieu pour récupérer un chip dans la rondelle, etc. Ce qu'on appelle un rover. C'est parce que tu vas quand même avoir juste un gars contre. Là, quand tu joues contre ça, tu vas t'arranger pour avoir au moins 2 gars à 100 000 à l'heure. Fait que t'as drop, puis t'as dump avec l'autre qui coupe. Fait que lui, il va arriver avant moi, même si j'ai pris de l'avance. Ouais. Mais mettons, j'arrive avec cette idée-là, tu me l'as détruit dans le bureau ou on l'essaie en pratique? C'est une question d'expérience. Des fois, tu vas arriver, tu sais, là, ça fait 22 ans que je coach, puis j'ai joué 22 ans. Fait que il n'y a pas beaucoup de choses que je n'aurais pas vues, là, tu sais. Puis il y en a, bon. À un moment donné, tu fais, oups, hey, ça, c'est une bonne idée. Il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose de oui, mais c'est toujours ça. Fait que c'est pour ça que tu débats. Puis souvent, tu vas arriver avec une idée, finalement, bagage, je l'ai déjà fait, ça. Puis ça n'a pas fonctionné. Oui, mais tu l'as fait comme ça. Oh, attends une minute. Des fois, là, c'est 3 pieds à côté. Des fois, c'est une passe, une autre sorte de passe. Parce que moi, après ça, je te dirais, au lieu de jouer 3 sur le large comme ça, j'essaierais de couper la glace en 2. Oui, mais c'est parce que ce que tu me dis, le problème avec ça, puis je l'ai fait, on appelait ça un rover. Je l'ai fait junior, je l'ai fait dans la Ligue américaine, mais dans la nationale, tu peux pas, les joueurs étaient trop talentueux. Je l'ai essayé, crois-moi. C'est que ce que tu dis là, peu importe comment tu le mets, là, tu as un rover, ça veut dire que tu as les 3 lignes de rempli plus ton gars en arrière. Oui, mais ça veut dire que tu lui as donné tout ça avant. Mènes-tu comme une vitesse? Pour se donner du swing. Ben oui. Puis là, ce que tu fais avec ça, tu fais pas juste swinger 2 gars, tu swings 3 gars. Tu comprends?
Fait que, Puis mon plan de dire demi-glace ne marche pas parce qu'il va venir porter un gars en attente fixe ici en attendant. Fait que tu es obligé de respecter avec ton défenseur. Pour ceux qui sont en audio, là, oui, exact. ça veut dire qu'il y a un gars sur le coin de la ligne bleue de chaque côté, ce qui fait qu'il étire la défensive. Il y a un défenseur qui les respecte, qui les donc c'est défend. ton milieu qui est ouvert avec un attaquant de reculon, là, puis qui voit McDavid s'emmener à 42 km/h. Puis des fois, je me chance. dis, on est peut-être rendu là au hockey de dire penser outside of the box. Tu sais. Ouais, on a toujours été là. Mais tu sais, exemple, au baseball, ils sont rendus qui font lancer des releveurs comme partant juste pour sortir les 3-4 meilleurs frappeurs. Oui. Puis après ça, mettre le partant pour qu'il laisse passer la tempête. As-tu déjà pensé de mettre 3D en désavantage numérique? En désavantage, j'ai déjà fait. Parce qu'à reculer, là, il va être bien meilleur que n'importe quel de tes Je l'ai fait, mais il t'en marche trop. pas. Mais c'est pas ça, il t'en juste trop sur le banc après. Là. Tu sais, j'essaie, Guy, je t'essaie de trouver des affaires. Non, mais c'est parce que c'est une question de rôle là-dessus. Tu sais, tu peux faire des choses. Là. Ce que les équipes vont faire, c'est comme le Canadien l'a fait à Toronto super bien la première game de l'année contre Toronto. C'est un egg beater qu'on appelle. Ça veut dire que tu vas tenter d'empêcher leur synchronisme. Ça veut dire que quand lui part, là, tout le monde se prépare. Bon, ben, lui, quand le gars part dans sa zone. Oui, quand le défenseur part de sa zone, ben, tout le monde se met en place. Ouais. Ouais, mais si tu descends comme ça, il ne peut pas sortir, tu es d'accord? Oui. Bon, fait que là, il ne veut pas faire la passe à son joueur parce que tu vas aller mettre de la pression. Ouais. Fait que là, tout le monde qui est en train de se synchroniser est obligé de revenir. Là, ce qui arrive, lui, il va sortir. Une fois que lui passe devant, lui va sortir. T'es d'accord? Oui. OK, de l'autre côté, parce qu'il On doit pas parle sortir toujours, du même pour les côté. gens qui sont en audio, on parle du défenseur qui est derrière son but pour Oui. partir en attaque à 5. Puis quand Absolument. il dit que les gars vont passer devant lui, c'est ses propres attaquants. Oui. Vous savez, quand ils tournent devant leur filet pour prendre la vitesse. Bon, fait que là, ça veut dire que quand le premier passe, le défenseur est obligé de rester derrière son filet. Pour le laisser prendre du speed. Ben oui, parce qu'il ne peut même pas faire une passe, parce que tu ne veux pas faire une passe là. Si tu fais une passe, ce joueur-là s'en va à 100 000 à l'heure sur le nouveau porteur du disque. Tu es obligé de la garder. Donc, tout le monde est désynchronisé. Et surtout, on appelle ça un egg beater parce que tu as ton deuxième attaquant comme ça ici qui vient prendre la relève en partant du même côté pour aller mettre de la pression. Ce qui fait que là, tout le monde est un peu désynchronisé. Puis si jamais le défenseur est déjà sorti, il l'emmène en angle. Là, il n'aura pas le choix de s'en débarrasser. Il ne la donnera pas ici parce qu'ils sont couverts. Il va être obligé de faire son drop pass, donc ça passe arrière. Et la passe est comment? Elle est courte. Alors, parce qu'elle est courte, tout le joueur peut revenir mettre la pression ou le deuxième peut y aller parce que tu as le temps de te reprendre la vitesse défensive pour aller fermer l'écart. C'est pour ça que la passe, elle doit être longue. Mais quand tu joues contre ça, puis tu sais, tu fais comme San Jose a fait contre le Canadien. Ils ont vu leurs deux joueurs qui aimaient mettre de la pression en zone offensive. Ils ont joué le stretch à 3 gars. Ça veut dire qu'ils ne sont pas descendus à 3 gars ici. Ils en ont laissé un là, puis le centre à la place de s'en venir, il était plus haut. Fait qu'une stretch pass à ce gars-là, 3 contre 2. Fait que là, ta pression offensive, Ils ont les gars là-bas, pour le t'as pas faire. besoin On parle d'outils depuis tout à l'heure. Oui, non, mais c'est avec clair. Carlson, Ils l'ont, mais l'ajustement contre ce egg beater-là, c'est de faire semblant que tu veux faire un drop pass, mais en réalité, tu veux t'en aller. Fait que là, ton gars qui reste en bas, il est parti. Il devient obsolète, finalement. C'est comme s'il n'était pas dans le jeu. Fait que là, tu t'en viens à 4 contre 3. Mais ce stretch pass-là, tu n'as fait pas avec Weber. Tu vas en faire avec Carlson puis Burns. Oui, mais tu peux la faire avec Weber. Là. Ces gars-là sont capables de faire un stretch pass. Là. Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas la même mobilité que s'il veut faire un stretch pass, puis finalement, tout le monde est tellement couvert qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Bien là, c'est sûr qu'il faut que tu aies des habiletés individuelles pour te sortir du pétrin. Ça fait-tu du sens? Tout va bien. Je ne sais pas si ça se suit. Je ne sais pas si mon tableau est à la bonne place. C'est Tout sûr. était bien. Tim a fait un job exceptionnel. Je vais te laisser le laver pour qu'il sèche pour le prochain coup. Il y a quelqu'un qui suggérait de le vendre aux enchères. Je ne sais pas si ça va être le cas. 10 $. Le vendre. C'est Sylvain. Moi, je veux prendre 2 secondes pour dire encore à mon chum Éric Turcotte chez 110% Sport. Puis je ne fais pas une pub parce qu'il nous a prêté le tableau. Je fais une pub parce que c'est un chum qui nous a prêté le tableau. Finalement. On the rush. Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tant mieux pour lui. Saint-Eustache. OK. Les stats avancées. Tu sais, on a parlé des avantages numériques, puis tu parlais des défenseurs. Tu sais, on a parlé de Tampa qui avait perdu Coburn, qui avait perdu Strawman, Canadien qui a perdu Jordy Ben. Des fois, quand on les voit défendre, tu as ce que tu vois, puis il y a ce que les stats avancées vont donner. Tu consultais-tu beaucoup les stats avancées? Ben beaucoup. Moi, j'avais, pas tous les jours, là. Ça te donne absolument rien. C'est comme Marc, ça revient à ce que Marc a dit tantôt. À un moment donné. Oui, puis pas juste ça. Écoute, t'es débordé d'informations. Ça arrive.
stats à toi, tes stats de l'équipe, tes stats de la ligue, là, tes stats avancés. Regarde, là, à un moment donné, mon père, c'est un actuaire, mais moi, je n'ai pas étudié pour être actuaire. Là, à un moment donné, fait que, si tu prends tes décisions juste par rapport à des statistiques, premièrement, tu manques l'essentiel qui est. Mais des fois, tu fais tes décisions par rapport aux intangibles et les individus. Affaire arrive tout le temps. Oui, non, ça c'est sûr. Essaie de voir s'il n'y a pas une stat qui confirme ce que j'ai vu. S'il y a quelque chose là, qui me dérange, là, puis où on a de la difficulté ou le contraire, moi, ce qu'on dit au début de l'année, on établit, bon, voici les thèmes qui sont importants pour nous, qu'on va vérifier à tous les X temps, puis on va voir s'il y a des tendances ou c'est souvent là, c'est des super stats, mais ça donne absolument rien. Ça ne te dit rien. C'est moyen comme résultat. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est une tendance majeure après beaucoup de matchs. Là, ça te donne une impression réelle de ce que ça vaut, de ce que ton équipe est capable, as-tu des faiblesses dans telle chose. Je vais te donner un exemple. Tu parlais des défenseurs, quand tu changes de personnel des fois. Bon, la deuxième année à Ottawa, on avait perdu méthode. Tu dis, OK, c'est juste un gros bonhomme défensif, tu sais, qui avait pas ça beaucoup fait mal. Ça. Plus que mal. Un complément. OK. Tout le monde a parlé du complément avec Carlson, mais c'était beaucoup plus que ça. On va te donner un exemple. On a regardé après ça les chances de marquer. Tu sais, on donnait beaucoup plus de buts. J'ai beaucoup d'autres. On sait qu'on a perdu des joueurs, puis il y avait d'autres facteurs, mais on jouait à la même zone défensive, puis tout ça. Puis la même chose sur le rush. Qu'est-ce qui se passe? Là, on regardait, tout le monde disait, c'est parce que si, ça donne plus de lancers de l'enclave. Écoute, puis l'année d'avant, on avait été excellent pour ne pas donner des lancers de l'enclave. Puis là, on reçoit toutes les équipes de la Ligue, y compris nous autres. Moi, j'avais demandé est-ce qu'il n'y ait pas de nom. Dites-moi pas quelle équipe est laquelle. Je veux juste regarder, puis on va regarder quelles équipes étaient les meilleures défensivement, donnaient le moins de lancers dans l'enclave, bon, tout ça. Fait comme ça, après ça, tu es vraiment capable d'évaluer. C'est une question de personnel, c'est une question de système, bon. Fait que nous autres, on donnait encore moins de lancers de l'enclave que l'année d'avant, parce qu'on avait été excellent. Fait que là, tu te dis, ça fait pas de sens. Oui, mais une énorme différence sur les buts qui partaient d'ici. Soit un but direct, soit une passe, soit un rebond, soit... Alors, qu'est-ce que ça te dit? Pour les gens qui sont en audio, là, c'est les buts qui sont marqués à partir du point de mise en jeu jusqu'à la ligne des buts, que ce soit à gauche ou à droite. À droite. Fait que, tu sais, souvent, tu vois, ce que c'est finalement, là, tu vas avoir les buts de l'enclave comme ça. Bon, puis ça ici, là, c'est la grande majorité des buts dans la Ligue nationale. Ils sont là. Ils sont là, OK? Pas juste parce que c'est de la zone offensive, mais tu sais, c'est un 2 contre 1, la passe va se faire là, le lancer va se faire là, le rebond va se faire là. Bon, tout ça. Fait que ça veut dire qu'il faut que défensivement, tu sois bon là-dedans. OK? Alors, si je fais ça, puis je me dis, OK, il n'y avait pas de différence du côté droit, il n'y avait pas de défense ici, puis il y avait une gigantesque différence ici. À gauche, où se tenait Méthode qui jouait X nombre de minutes. Là, c'est parce qu'il faut que tu dises, OK, c'est pas juste que le joueur n'est pas là. C'est qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre, là, qui n'est pas capable de faire ce genre, qui va emmener d'autres atouts, mais qui n'est pas capable de faire ce genre de travail-là. Ouais, mais c'est ça, mais sur X nombre de minutes, t'imagines-tu la différence? Écoute, j'ai pensé à toi hier. Washington-Toronto. Oui. Et là, tu te souviens, j'ai chialé sur les Capitals qui faisaient juste d'être de moins en moins bon. Niskanen part, on remplace par Radko Gudas. Puis là, j'étais là, voyons donc, on ne l'a pas joué, Radko Gudas, ça n'a pas de sens. Et hier, je le regardais couché à terre en désavantage numérique contre Toronto, faire la pieuvre. Il est plus 9 présentement, Gudas, avec les Capitals. John Carlson qui explose tout le monde en statistiques avancées. En statistiques offensives, vous êtes d'accord? Oui. T'as plus 7. Et là, je regardais Carl Gudas couché à terre en désavantage numérique. Puis là, j'ai fait... Eux, quand ils ont signé Gudas, ils n'ont pas pensé à Barthélemy qui disait « Ouais, on dort, Ligue nationale, on est rendu aux gars qui transportent la rondelle, les gars mobiles. » Eux autres, ils ont dû dire « J'ai pas de statistiques, là, tu peux regarder le désavantage numérique des Capitals en passé. » Eux autres, ils ont dû dire « Nous, on a besoin d'un défenseur pour s'améliorer en désavantage numérique. » Et ils ont mis l'argent sur la table pour Radko Gudas. Puis honnêtement, tu as raison. Les gérants, les organisations vont utiliser beaucoup les statistiques avancées pour des joueurs, ça c'est certain. Parce que là, ça te donne... Ce que ça fait, ça te dicte pas ce que tu dois faire, puis c'est un portrait parfait. Là. Ça te donne... C'est une autre sorte d'information qui t'aide dans le portrait global des informations que tu as quand tu regardes un joueur. T'sais, après ça, tu demandes à ton coach, et ça arrivait tout le temps, Guy, j'ai peut-être la possibilité d'aller chercher tel gars. Tu me checker ces clips-là, voir, tu l'aimes-tu, tu l'aimes pas, oui, non, pourquoi, ça fait dessus, puis bang, 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 bang. Fait que tu sais, tu regardes 5-6 games,
OK, là, tu dis, OK, comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Tu regardes des matchs de lui l'année d'avant. Là, tu regardes, oh, tu dis quoi? Je vois qu'il y a une différence dans son jeu pour telle raison. Est-ce que nous autres, on est capable de ramener ça? Est-ce que, tu sais, c'est des grosses évaluations, mais ça commence avec les recruteurs. Tu as les recruteurs professionnels, puis les recruteurs amateurs. Puis les recruteurs professionnels, bien, ils se promènent, puis c'est eux autres là, qui sont la base de données, finalement, pour ces individus-là. Mais tu sais, tu as ce qu'on appelle en anglais des checks and balances, un peu. C'est que tu as toutes sortes de paliers qui vérifient pour tel joueur. T'sais. Mais tu as aussi, après ça, quel genre d'individu il est. Est-ce qu'il va fitter dans ta chambre? Tu sais que c'est un cancer. Tu veux pas ça chez vous, mais si tu sais que c'est pas seulement un cancer, forte. Mais que ouais, tu as une chambre très forte, puis que ce gars-là, c'était pas nécessairement un cancer total, mais c'était un gars qui avait manqué de maturité pour certaines choses. Tu juges que ta chambre, tu sais, comme mettons, donner un exemple, à Pittsburgh. Moi, je connais Sydney, regarde, il n'y a rien qui va passer. Là. Fait que tu vas pouvoir mais tu peux pas en nommer plein. T'sais, les gens, lui, a du talent, on va le chercher. Lui, a du talent. Ouais, mais tu sais que c'est tous des, sans nommer de nom, c'est tous des gars qui sont des high maintenance, c'est des gars qui demandent énormément de temps, qui influencent négativement les autres. OK, tu peux en avoir un comme ça, là, si tu es très fort dans ta chambre, mais quand tu commences à en avoir 2, puis 3, là, tu n'as plus de chambre. Tu n'as plus de culture d'équipe. Puis toi, le coach, là, il passe son temps à s'asseoir avec ces gars-là. Puis, fait que toute ton énergie, à la place de passer à ceux qui le méritent, tu le passes sur ça. J'ai eu plein de questions souvent. Comment ça se fait que tel gars, il se fait échanger tout le temps? Il est tellement bon. J'adore ça le voir jouer. Ah, mais posez-vous des questions. À regarder en arrière de l'évidence, à regarder en arrière de la statistique. Qu'est-ce que lui donne tous les jours dans son vestiaire? Qu'est-ce qu'il donne sur la route? Qu'est-ce qu'il donne à la maison? Qu'est-ce qu'il donne dans un restaurant? Qu'est-ce qu'il donne dans le gym? Quel genre de personne? Tu sais, il y a des raisons. Là. Les gens, c'est pas tous des innocents. Là. OK. Dernière question, j'avais pour toi, on en a parlé tout à l'heure dans le char. Les games à 10 heures pour l'équipe de l'Est. Les joueurs ou toi, comme coach, essaies-tu de faire quelque chose de différent pour qu'ils arrivent avec de l'énergie à 10 heures? Ben, tu veux, mais en bout de ligne, avec le temps, tu t'aperçois que les gars, ils veulent être capables de le gérer individuellement. T'es des juniors, tu gères ça exactement comme tu veux, puis peu importe si tu aimes ça ou non, regarde, c'est de même que ça va être. Puis parce que tu sais que c'est la meilleure façon, chez les professionnels, c'est pas comme ça. C'est parce que, à moins que tu aies une équipe bien jeune, puis que tu n'aies pas vraiment mais que tu aies des vétérans qui se fait X nombre d'années, qui le gèrent bien, ben eux autres, ils se donnent la responsabilité de le gérer pour eux-mêmes et d'aider les autres. Oui, mais tu sais, il y a des discussions des fois, tu sais, écoutez, gars, je comprends ce qu'on est, là, ça, mais garde. Oui, c'est parce qu'on est dans notre situation en ce moment, c'est dur, faites attention, tu sais. Puis, tu sais, il y a les médias sociaux aussi, là. Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais dans la ligne américaine, puis, tu sais, j'étais juste ligne américaine, là, puis on était à San Antonio, puis on était assis avec le staff à 10h30 à peu près du soir. On mangeait, tu sais, un restaurant, même pas un restaurant-bar, là, tu sais, juste un restaurant qui avait un bar sur le côté, là, mais tu sais, c'était pas un gros happening, là. Puis c'était à 2 pas de l'hôtel. Puis on mangeait tout ça, puis il y a des gens qui m'ont reconnu. « Hey, vas-tu prendre une photo? » Puis tout. Moi, j'ai pas pensé à ça. J'avais une bière dans mes mains, puis tout. J'ai pris la photo, puis il y avait une fille, 2 gars avec ça, puis tout. Fait que là, à un moment donné, on sort cette photo-là, puis le lendemain, regardez ce que le futur coach du Canadien fait à 3 h du matin dans un bar. Ben là, tu me niaises, là. Là, peut-être, il était 10h30. Ben oui, mais j'ai rien fait. Là. Non, mais j'ai rien fait, mais c'est juste pour te montrer que ces joueurs-là sont sujets à ça maintenant. Là. Fait qu'ils sont beaucoup. Ils prennent beaucoup plus de précautions qu'avant. C'est pas comme c'était. On a entendu des histoires avant, là. C'est pas comme c'était. Les joueurs... Mais pour qu'il y ait de l'énergie à 22h, il n'y a pas un régime de banane. Y a pas, non. Regarde, la vérité, là, peu importe ce que tu fais, toi, tu as déjà été en Europe? Oui. Bon. Tu fais ton 6 heures d'avion, là, regarde, t'auras beau manger ce que tu veux, puis essayer de dormir ici, puis là, regarde, ton corps va se lever quand il va se lever, il est habitué, il n'est pas habitué. T'sais, quand tu t'en vas là-bas, le problème, c'est que tu as un décalage horaire. Puis c'est prouvé qu'à chaque heure de décalage horaire, ça te prend une journée pour récupérer de ça. Ça veut dire que si tu t'en vas là-bas, puis ça prend un 3 heures de décalage, peu importe où ils sont, là, dans les nationales, mais tu as un 3 heures de décalage. Ça veut dire que ton corps, vraiment, là, il aurait besoin de 3 jours pour s'habituer, pour être normal comme d'habitude là-bas. Ça n'arrivera pas, tu n'as pas ça, tu n'as jamais ça, tu n'as pas là 3 jours en avance, mais au moins les équipes, ils essayent quand ils sont capables, comme le Canadien l'a fait, d'arriver une journée en avance. Ben, tu as au moins gagné une journée. Si c'est pas pour le premier match, au moins tu l'as gagné ta journée pour l'autre match d'après. Parce que lundi, c'est ça. Ils sont arrivés lundi 4 heures, fait que lundi, mardi, mercredi devrait être pas si pire. Avec Équipe Canada, tu sais ce qu'on faisait? Non. On se pétait, mettons, on se rendait en Biélorussie, on se tapait à 8 h, 9 h, puis t'arrivais là-bas, puis écoute, brûlé, t'as pas dormi, t'as passé la journée debout finalement, là, quand tu regardes les heures, parce que tu pars le soir.
Fait que, on arrive là-bas, première chose, on pack le stock, puis on s'en va à l'aréna pour on pratique. Là. Écoute, là, tu te sens tellement pas bien. Là. Mais ils ont découvert que c'était la meilleure façon. Pourquoi? Parce que tu vas fatiguer ton corps. Pour que ce soir-là, tu es tellement brûlé que, regarde, tu dors, ça te donne le plus de chances possible. Puis encore là, souvent, regarde, tu vas dormir 4 heures, 5 heures ce soir-là. Okay. Fait que, tu sais, on va tester t'es scrap là, le lendemain. On normal. va tester ta théorie du 1 heure par 1 heure de décalage horaire. On le fait de temps en temps à On Jase. On sait qu'on est un podcast de hockey. Mais des événements comme la Série mondiale, le Super Bowl ou même un combat de boxe important, on fait toujours une encoche à programmation. Puis c'est le fun de la faire avec Marc Griffin. Salut Marc! Hey, salut! Ben, ça va combien de temps ça t'a pris de te remettre là, Houston? Là? 1 heure. Une journée. Une journée, c'était fait. Donc, t'es accompagné de Guy Boucher et de Luc Dansereau. Marc, première affaire, là, moi je vous ai regardé au complet hier. Là, ça a fini pas loin de minuit, cette affaire-là. Je suis content. Là, c'est une série mondiale exceptionnelle. Caroline, le match a commencé à 8. Tu peux pas faire leur dire d'accélérer? Ben honnêtement, hier, ça a été pas si pire. C'était 3h30 la game, parce qu'on en a eu des pas mal plus longs. Ouais. Mais le problème dans tout ça, les gars, c'est le réseau Fox. En fait, c'est le réseau Fox qui décide de l'heure. Tu sais, les gens tapent sur le baseball majeur, mais Fox paye tellement d'argent pour, évidemment, avoir l'exclusivité de ces matchs de série mondiale-là, ben oui. qu'eux décident à quelle heure ça commence. Puis eux, c'est 20 heures, puis c'est de valeur parce que tu regardes même au cours du dernier week-end, les matchs présentés à Washington, ça aurait été quoi de présenter un match, exemple, même en fin d'après-midi, samedi, ou à la limite, tu sais, Fox a aussi les droits du football de la NFL, alors eux autres, ils ne se tireront pas dans le pied, ils veulent un match un dimanche soir, ils veulent pas un match en après-midi le dimanche, alors c'est toujours une question d'argent, malheureusement, là, dans ce cas-ci. Et c'est pour ça que les matchs commencent à 20 heures, puis là, on étire ça tard en soirée. Moi, je peux tout le temps te dire, parce que, tu sais, avec la job qu'on fait, Marc, on enregistre, là, j'enregistre tout. Les pauses, c'est plus 2 minutes. Dans la série mondiale, là, c'est du 3-4 facile. Puis Verlander, entre chaque pitch, prenait au-dessus de 30 secondes la tabarnouche. Ouais. Ben, t'as raison de dire que les pauses sont longues, parce que, écoute, au baseball, là, fais le calcul, là, t'as 18 demi-manches. Ouais. Fait que si chaque demi-manche, t'as une pause de 3 minutes, ben, fais le calcul, ça commence à faire long, là. Alors, si les pauses étaient de 1,45, ben, déjà, tu couperais ton match, tu sais, la durée du match d'une vingtaine de minutes en partant. Donc, ça aussi, ça a un effet. J'espère qu'éventuellement, ben, comme dans bien des sports, que la publicité va faire en sorte que on va pouvoir mettre un peu de pub là, durant entre des lancers, justement, pour qu'on puisse couper les 3 minutes et demie qui se passent présentement entre les manches. Ça fait une énorme différence. Et tu as raison de mentionner Verlander, mais en fait, le pire, c'est Zach Greinke qui lance ce soir. Zach Greinke, c'est un des pires lanceurs qui prend son temps entre chaque tir. Puis c'est plate parce que ce sont des vétérans qui vont quitter le baseball, mais j'ose espérer que la nouvelle génération de joueurs... Tu sais, moi, j'aurais toujours espéré qu'on mette pas de règles, qu'on mette pas un cadran là, au tableau, puis tu as 20 secondes entre les tirs. J'aimerais que les joueurs s'éduquent eux-mêmes, si tu veux, se prennent en main eux-mêmes pour dire, OK, garde. Puis de toute façon, en tant que joueur, moi, là, j'ai carrément préféré, évidemment, un gars qui a un bon rythme, qui lance des prises, oui, mais qui a un bon rythme. Tu sais, derrière, là, en défense, là, t'es toujours prêt. Mais là, le gars qui prend 25, 30, 35 secondes, à un moment donné, tu te retrouves ses talons, puis la seule balle que tu as du match, ben, c'est en 7e, puis tu as été ses talons toute la game parce que c'est long. Exact. Ben, ça devient fatigant un peu, là. Ah, moi, je pense que tu as raison. Verlander, personne ne s'est vu, prenait 23 secondes. Surtout qu'il y avait un gars, ses poches, c'était plus que 30 secondes. Une publicité pendant qu'il se mouche en chevreuil, dire Verlander qui se mouche en chevreuil, une présentation de... ça aurait été excellent. OK, parlons du match parce que honnêtement, c'était un bon match. J'ai adoré ça. Ça commence en première manche et je dis Dieu merci. Les Nationals ont compris que c'est pas en jouant au gros bras avec les Astros qui vont gagner. Le petit baseball, le coup sûr à l'avant-champ, l'amorti sacrifice, thank God. Et Randon qui décide d'aller à l'opposé du shift. Là, il s'en va, il donne le trou puis il est allé là. Ça produit le premier point. Très important, je me suis dit, bon, les Nationals ont compris que c'est avec le petit baseball qu'ils vont gagner. Ben exact. Et c'est faut arrêter de toujours penser, oui, il y a des circulières, ça a été important, mais à un moment donné, c'est pas juste de cette façon-là que tu vas les produire. Moi, j'ai trouvé ça hyper brillant de la part des Nationals. J'espère que tout ça a été planifié. Tout ça commence évidemment par le premier frappeur. Tu sais, on l'entend souvent, mais lorsque tu as des ennuis au bâton, en équipe, ça commence par tes 2 premiers frappeurs. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'en sur les buts? Parce que si Randon et Soto sont constamment au bâton, sans coureur sur les sentiers, ben, qu'est-ce que tu veux? Ils sont dangereux, mais pas tant. Mais là, ce que des gars, s'ils butent,
ben à un moment donné, ça va faire mal. Regarde Randon hier, 4 points produits, circuit, puis double, puis il y avait les gars bleus, puis ça a créé ça a créé beaucoup d'actions sur les sentiers, ça a créé des opportunités éventuellement du côté de Washington. Alors, il n'y a pas de secret. Faut que tes gazelles, tes 2 premiers frappeurs, ben, se rendent sur les buts, t'exploitent un peu leur vitesse, qu'on le vend en première manche. Ça a créé donc quelque chose, tu sais, juste le doute. C'est ça que tu veux créer du côté de Washington, c'est le doute. Puis honnêtement, moi, je suis très surpris qu'on se retrouve dans un match numéro 7. Plusieurs avaient même parlé que les Astros allaient balayer cette série-là au minimum en 5 ou au maximum en 5. Et là, on se retrouve dans un match numéro 7. Alors, je pense que les Nationals ont créé un petit doute là, dans la tête des joueurs des Astros. Là. Et là, Max Scherzer va être là. Il a trouvé un ramancheur, de la magie, de la médecine. Pas capable de se lever de son livre là, 2 jours. Et là, va lancer le match le plus important de sa carrière, match numéro 7. Ah, écoute, ça va être incroyable. C'est la première fois dans l'histoire du baseball majeur qu'on va retrouver 2 anciens gagnants du trophée Cy Young qui s'affrontent dans un match numéro 7 de la Série mondiale. Ça va être extraordinaire. 2 vétérans, 2 gars qui, évidemment, dans le cas de Greinke, un petit peu plus âgés, là, mais c'est des 2 gars qui en ont donné beaucoup au baseball et là, qui s'affrontent, écoute, dans leur plus grand départ de leur carrière. C'est extraordinaire. Ça met la table vraiment à un superbe match ultime. Faut le dire, on était déçus dans cette série mondiale-là. On s'attendait à beaucoup. Oh non! Qualité des lanceurs. Est-ce que ce soir, on a... Okay. Excuse-moi, Marc, peut-être que tu avais une autre ligne, ça a coupé. T'es-tu encore là? Oui, je suis là. Oui. OK, vas-y. On t'a perdu 2 petites minutes. OK, non, ce que je voulais dire, c'est que dans cette série-là, on était un peu déçus. Ouais. En raison de la qualité des lanceurs partants. On s'attendait à plus de duels de lanceurs. Mais là, peut-être que ce soir, on aura ce duel de lanceurs tant attendu. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais il y a plusieurs qui pensent du côté des Nationals en raison, évidemment, de Max Scherzer, compte tenu que Greinke a été bon avec les Astros, mais loin d'être dominant. Puis en plus, le stage Amy, moi j'ai adoré que Bregman, quand Bregman a décidé d'amener son bâton au premier but sur le coup de circuit, ça prend un gars de talent pour être capable de la sacrer l'autre bord après et de dire moi avec, je vais amener mon bâton au premier but. Je sais là, que les puristes n'ont pas aimé ça, mais. Ah, c'était de toute beauté. Honnêtement, là, de répliquer de cette façon-là, moi j'ai trouvé ça extraordinaire de la part de Juan Soto. J'ai trouvé par contre ça triste que Bregman s'est excusé après le match. Bregman s'est excusé après le match. Il dit écoute, j'ai été sur le coup de l'émotion, coup de circuit, série mondiale, match numéro 6 à domicile. Je sais pas ce que j'ai pensé. Puis à un moment donné, je me retrouve avec le bâton en contrôlant le premier but. J'ai essayé de le donner à mon coach. Hey, excuse-toi pas. Barouette, le sport, c'est de l'émotion. C'est un match numéro 6, t'es à domicile, tu viens de frapper un circuit. Je veux dire, moi, je suis tanné d'avoir... T'es pas supposé d'avoir un bat flip. T'es pas supposé maintenant de garder ton bâton. Donne un spectacle. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. La réplique de Soto était extraordinaire. C'était de bonne guerre. 2 circuits, chacun donnait les devants à son équipe. Regarde, moi, en tout cas, je suis pour ça. C'est le sport et spectacle. J'ai adoré ce que j'ai vu hier. Qui gagne? Bon, écoute, c'est la première. Enfin, on a battu un record, évidemment. Vous comprendrez aussi un autre record qui a été battu, c'est que toutes les victoires ont été réussies par l'équipe qui visite. Ça s'est jamais vu, écoutez. Alors là, est-ce qu'on donne l'avantage aux Nationals compte tenu de ce qu'on voit? Ça peut aller de n'importe quel bord compte tenu de ce qu'on a vu dans cette série-là. Moi, j'avais dit les Astros en 6. Je pense encore que c'est la meilleure équipe sur papier, mais comme on sait sur le papier, ça dicte pas grand-chose. Alors, bien hâte de voir ça ce soir. Quelques auditeurs te demandent les candidats aux joueurs le plus utiles, Marc? Écoute, honnêtement, si c'est les Astros qui gagnent, je pense que George Springer devrait l'emporter haut la main. Il a été de loin le meilleur en attaque. Encore. Exact. En série mondiale, ce gars-là, c'est le nouveau Monsieur Octobre. Et dans le cas des Nationals, écoute, moi, c'est Juan Soto. Ce gars, j'adore ce gars-là. À la limite, c'est très arrogant ce qu'il fait, mais c'est ça le sport. Je trouve il vient d'avoir 21 ans là, cette semaine. Et ce qu'il a démontré, encore une fois, est tout à fait exceptionnel. Donc, moi, ça serait, selon moi, les 2 qui pourraient se mériter le titre de joueur par excellence. Je termine là-dessus. Mais tu sais, quand je dis qu'il faut regarder le baseball pour comprendre, tu sais, Verlander a 2 balles, une prise sur Soto. Le kid a 20 ans, 21, Marc? 21, oui. Il vient juste d'avoir 21, là, il y a 2 jours. Je t'ai après expliqué à Guy Boucher, puis là, il est gaucher, puis là, Verlander a 2 balles, une prise, il envoie une rapide haute. Et Verlander est en tabarouette parce que l'arbitre le corps les balles.
Fait que Soto regarde Verlander qui a 30 quelques années, des Cy Young dans sa poche, une série mondiale, puis là, il fait non, t'es haute. T'as pas raison. Ouais. Ça réinstalle dans la boîte. Quand je te dis que ça prend du talent, là. Et Verlander, il renvoie le même lancer à la même vitesse, 96 000 ou 97 000 à l'heure. Et Soto l'a pas frappé coup de circuit. S'il n'y a pas de gradin, elle s'en va à Baltimore, cette balle-là. Au deuxième balcon. Non, c'était de toute beauté. Non, la confiance qu'il a, le kid, écoute, c'est exceptionnel. Ah, on te regarde, on est content que vous soyez là en personne à part de ça. RDS 1, RDS 2, 8 heures, vous allez être là. Puis quand le hockey va commencer, RDS 1 va switcher au hockey, mais RDS 2 sera toujours sur vous autres, les gars. Fait que bon match à soir. Hey, merci beaucoup, les gars. Yes, sir. Salut, Marc. Bye, Marc. Bye. Il ne manquait pas le podcast compte complet produit par Marc et Alain Giroux également. En saison, on le fait les lundis. Là, l'horaire est un peu chamboulé, là, mais ne manquez pas ça sur nos plateformes numériques de RDS. C'est un petit aparté. Ah ouais, c'est le fun. Ben fun. T'aimais ça faire du tableau? Ben là. Ou du baseball. Je pensais qu'il était pour te demander ça. Moi, les gens, je suis prête, là. Okay. Allez-y, amenez-moi des questions. Là, tu as fini cette semaine, mais tu reviens-tu la semaine prochaine? Tu restes chez vous? Ben non, mais là, je reste la journée. Là. On fait des capsules l'après-midi. Oui, non, je sais, mais quand est-ce que je te vois en personne en semaine prochaine. Semaine prochaine, t'es là? Semaine prochaine, je suis là. Emmenez le tableau. Le tableau va rester ici. Parfait. Mais tu t'achèterais un tableau? Si tu veux. Ne dérange pas du budget. Ouais. Puis achète-toi un à la maison. Tu dois avoir ça. Oui. J'en ai, mais des petits, moi. Tu dessineras de même chez vous. Devant ton ordi. Non, mais regarde, je sais, moi, regarde, avec votre show qui marche tellement bien, c'est sûr que vous avez un beau petit budget pour une caméra, là, juste là, qui va descendre. En fait, c'est comme on a d'un autre angle. Ah oui. En fait, on change de studio aussi qui bientôt. Là. Ah! Tim fait dire le budget pour la caméra au plafond. OK. On peut mettre un téléphone cellulaire en haut. Ouais, on va mettre un téléphone. OK, on fait un deal. La journée que tu te mets une caméra en haut chez vous, on s'en met une ici. Ah, moi, c'est facile. On va être là demain. OK, gros merci d'avoir été là. On vous souhaite un bon match ce soir. Je vous ai donné l'horaire pour ce soir. Merci à Tim aux médias sociaux. Merci à Tim à la mise en onde. Merci à toi, Luc. Guy, merci d'être passé en studio. Les gens apprécient beaucoup ta présence sur le show et encore plus quand tu es en personne. 22h, manquez pas le match canadien Coyote. Nous, on se rejase demain pour un autre show de On Jase.